que les siestes se passent, quand je suis à la maison, puisse être dans son lit. Bonjour, je suis Caroline Ferriol, la fée dodo, experte en sommeil des bébés et des enfants. Dans ce podcast filmé, vous allez entrer avec moi dans une vraie consultation avec une vraie famille et une vraie problématique. Et en soi, de pouvoir vous donner un objectif, de vous dire, OK, je me donne une semaine. Okay. Là, juste déjà une semaine où je me dis, toutes les siestes se font dans le lit, sauf la dernière de fin de journée où on sort. Il a 5 mois. Il s'appelle Eden et il ne veut s'endormir que bercé dans les bras de sa maman ou en poussette. Et dès qu'il se frotte les yeux, je prépare un biberon. Donc là, c'est de l'infantile. Dans cet épisode, je rencontre Nathalie, une maman très douce, qui aimerait amener son bébé à s'endormir en autonomie dans son lit. Oui, l'idée c'est de pouvoir l'emmener petit à petit vers des nuits les plus complètes possibles et qu'il se nourrisse au maximum la journée, voilà, en effet. C'est ça. On parle d'allaitement, d'endormissement au bras, de passage au biberon, de pleurs de bébé et surtout, on trouve de véritables pistes pour accompagner Eden vers des endormissements paisibles dans son lit. Ne pas hésiter à vraiment pouvoir le garder dans vos bras, faire des gros câlins, lui dire que tout va bien, que oui, ça change, mais qu'il va réussir. Une consultation très importante pour les parents qui veulent accompagner bébé vers l'endormissement autonome. Le fait que là, pour les siestes, ce soit très présent au niveau de la dépendance à la présence, avec beaucoup les bercements, les bras, la poussette, du coup, ça n'aide pas au fait que pour le soir, vous puissiez un petit peu vous reculer, etc., et sortir de la pièce avant qu'il soit endormi. Si vous aussi, votre enfant a du mal à s'endormir seul, si vous vous sentez démuni ou si vous avez juste envie de vous sentir moins seul dans cette aventure, alors cet épisode est pour vous. Le porte-bébé Koya de Cybex permet de créer un lien privilégié avec votre bébé dès la naissance, tout en assurant confort et proximité. Grâce à son tissu mèche 3D respirant et auto-extensible, il s'adapte parfaitement à la morphologie de votre enfant jusqu'à 3 ans. Offrant fraîcheur et bien-être, même lors de vos longues promenades. Respectueux de la physiologie de bébé, il propose les positions en C et en M, idéales pour soutenir sa colonne vertébrale. Les bretelles ajustables offrent confort et liberté au porteur. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bonjour Eden. Bonjour Caroline. Oui. Oui, tu nous parles. Alors, on se parle aujourd'hui concernant le sommeil de Eden, qui a 5 mois. Exact. Et pour qui c'est pas simple à l'heure actuelle. Vous allez pouvoir nous raconter tout ça. Cet épisode est sponsorisé par Cybex, qui fait notamment des porte-bébés, mais également des sièges auto sécurisés. Vous connaissez ? Oui, on en a un d'ailleurs. Vous avez Cybex. Le siège auto. D'accord, super. Oui. Vous en êtes contente ? Oui, je suis très contente. Ça fait partie vraiment des marques de référence en sécurité routière pour le coup et qu'on va recommander beaucoup aux familles. Oui. Et ils font également des porte-bébés. On va l'ouvrir et le regarder tout à l'heure. Vous le portez parfois en porte-bébé ? Oui. Oui. J'ai en écharpe et aussi en porte-bébé. Ok. On pourra le tester peut-être si vous voulez. Oui, avec plaisir. Super. Là, on va faire ensemble du coup une première consultation. C'est la première fois qu'on se parle, qu'on se voit. Vous m'avez envoyé pas mal d'infos, dont les courbes de poids, taille, périmètre crânien d'Eden. Je les ai. Moi, je vais noter en même temps que tout ce que vous allez pouvoir me dire. Je vais vous poser aussi des questions un petit peu plus spécifiques pour essayer de comprendre ce qui se passe pour Eden. D'accord. Là, dans un premier temps, sur 1 heure de temps, je vais vraiment essayer de comprendre l'origine de la situation, des problématiques un petit peu de sommeil pour lui.
Et puis ensuite, on va essayer vraiment de déterminer et de trouver des voies de solution ensemble. Vous allez pouvoir commencer à mettre ensuite dans les jours prochains des choses en place. D'accord. Et puis, on pourra ensuite... moi, je vais vous suivre, en fait, vraiment tous les jours D'accord. dans la mise en place de tout ça. Puis, on adaptera au fur et à mesure. Ok, super. Super. Alors, Eden, il a 5 mois. Exact. Il est né à terme. Oui. Super. L'accouchement s'est bien passé? Pas vraiment. Non? En fait, je devais faire par voix basse. Ok. Donc ça a duré très longtemps. J'ai d'abord eu la poche des os qui a percé et ça a mis beaucoup de temps à se mettre en place. Donc en fait, j'ai eu un déclenchement, ce qui a mené à la fin à une césarienne d'urgence. Ok. Comment vous avez vécu cette césarienne? Très très mal. Vous avez pu être accompagnée derrière? Oui. Oui. Et ça va mieux. Là, ça fait 5 mois déjà. Les débuts n'ont pas été faciles parce que psychologiquement et physiquement surtout, ça a été une épreuve. Oui. Et puis, j'étais pas du tout préparée en fait à cette éventualité. Donc, ça a été un choc. C'est une vraie chirurgie, une césarienne. J'en sais quelque chose. J'en ai eu une aussi en urgence. Ouais. Et ça peut être assez violent, notamment en code rouge. Code rouge, oui. Et puis derrière, pour le corps, se remettre, c'est pas simple. Il faut du temps et un bon accompagnement. Ok. Si vous deviez mettre une note de 0 à 10 sur la grossesse, une note émotionnelle sur votre état émotionnel durant la grossesse avec Eden, vous metteriez combien? 8. C'était une belle grossesse. Ok. Et pour l'accouchement, vous metteriez quelle note émotionnelle? Un 4. Un 4. Ok. Et à l'heure actuelle? Par rapport à la grossesse? Non, aujourd'hui. Comment vous vous sentez émotionnellement, là, à l'instant T, et à l'heure actuelle, dans votre quotidien avec votre bébé? Un 7. Un 7. Ok. Est-ce que vous pouvwer nous dire, du coup, pourquoi on se parle aujourd'hui? Pourquoi vous avez sollicité cette consultation? Parce que, en fait, le sommeil d'Eden, en fait, c'est assez bien mis en place au début, je trouve. Alors, la première nuit où on est rentré à la maison, là, on n'a pas du tout dormi. Et ensuite, on a parlé avec des parents qui avaient un petit bébé de 3 mois et qui nous ont dit tester l'emmaillotage. Donc, on a testé l'emmaillotage et c'était incroyable. Il dormait hyper bien la nuit. Il se réveillait 1 à 2 fois jusqu'à ses 3 mois. Le moment où, en fait, il voulait plus être emmailloté. Donc, ça le réveillait d'être emmailloté. Et donc, du coup, on a dû arrêter. Et en fait, je pense qu'on a arrêté un petit peu trop brutalement. Et en parallèle de ça, en fait, on l'a changé de lit. Parce qu'en fait, c'était un cododo qui était tout petit. Est-ce que vous voulez qu'on... Si ça vous dérange pas. Ouais. Ok, super. Super. Et en fait, en parallèle, du coup, on l'a changé de lit parce que c'était un tout petit cododo. Et la raison pour laquelle le cododo était tout petit, c'est qu'on a une toute petite chambre dans laquelle on pouvait que mettre... Je sais plus les dimensions, mais on n'avait même pas la place de le mettre à côté de moi. C'était à nos pieds qu'on le mettait. Ok. Et donc, du coup, on a dû lui construire un lit plus grand et donc le sortir de la chambre. Donc, on l'a mis dans le salon. Donc, une pièce qui est assez grande, qui fait 35 mètres carrés. Peut-être un peu froide, mais je ne sais pas trop ce qu'il en a pensé, mais ce changement-là a rendu son sommeil catastrophique. Il se réveillait entre 5 à 8 fois par nuit, et ça a duré à peu près 1 mois. Et là, ça fait seulement 2 semaines que ça va un petit peu mieux. Et je ne sais pas trop pourquoi.
Qu'est-ce qui se passe actuellement depuis 2 semaines, si vous pouvez nous traduire un petit peu ces nuits? Alors, il est toujours... donc, je le pose toujours dans son lit qui est situé dans le salon. Ok. Et là, ça fait peut-être 1 semaine qu'il se réveille que 1 à 2 fois par nuit. Ok. Il y a... Alors, j'ai essayé de ne pas lui donner à manger à chaque fois parce que, en fait, quand il se réveille et que je lui donne à manger tout de suite, il se réveille même pas, en fait. Il mange en dormant. Ok. Et je le repose et tout se passe bien. La nuit continue. Mais récemment, j'ai essayé de ne pas lui donner à manger parfois parce que quand les réveils sont trop rapprochés, je me dis, bon, il ne doit pas avoir faim quand même. Donc, par exemple, quand c'est du 2 heures, Ok. je me dis, bon, on va essayer de le rendormir sans lui donner à manger. Et c'est là où c'est hyper problématique. Parce qu'en fait, je le pose et il pleure. Et ensuite, je le reprends, il se rendort, il se calme très rapidement. Puis ensuite, je le repose, il pleure, mais très très fort en plus. Et donc, je l'ai fait 2 nuits de suite. Et j'ai mis 1h30 et 2 heures à l'endormir. Ok. Et donc, c'était hyper dur psychologiquement aussi. Et puis après, j'ai pas vu non plus d'amélioration. C'est-à-dire que je pense que si j'avais continué une 3e nuit, Ça n'a rien changé au réveil et à sa demande, en fait, c'est ça? Ouais. Ok. Comment est-ce qu'il s'endort? Alors, il s'endormait au sein avant. Et ensuite, j'ai essayé de changer la routine pour qu'il ne s'endorme plus au sein. Ok. Et là, j'arrive à le poser éveillé. Ok. Je mets une petite musique. Et je crois qu'il a bien compris que la musique, c'était le signal comme quoi c'était la nuit. Ok. Et ensuite, je reste à côté de lui. Je le touche pas. Je reste juste à côté de lui. Je chantonne un petit peu. Puis j'arrête. Et je recommence. Et ensuite, quand je vois qu'il s'agite un petit peu, je le porte. Je lui dis, Eden, c'est l'heure de dormir. Tu es en sécurité, etc. Et je le repose. Et ça, je le fais peut-être 2-3 fois. Et ensuite, la 3e fois, il s'endort. Ok. Ça fait combien de temps que c'est mis en place? Je dirais 1 mois. Ok. En fait, j'ai récemment changé encore la routine parce qu'en fait, j'ai changé une première fois pour qu'il ne s'endorme pas au sein en supprimant un repas. Ok. Donc, son dernier repas, c'était à 21h. Et donc, j'ai supprimé le repas de 21h et sur celui de 19h, il ne s'endormait pas. Donc, j'en ai profité pour le coucher à ce moment-là. Et ensuite, je crois qu'il a compris que le dîner de 19h, en fait, c'était son dernier dîner, donc il s'endormait. Et là, j'ai changé il y a 4 jours. Donc, je lui donne à manger et ensuite, je fais sa routine. Et là, il se réveille du coup. Ok. Donc, actuellement, il est allaité exclusivement? J'ai commencé il n'y a pas longtemps non plus le lait en poudre. Et du coup, il est en mixte. Ok. On va reprendre une journée type ensemble, à la fois au niveau du sommeil et de l'alimentation. Le matin, il se réveille vers quelle heure habituellement? Il se réveille vers 6 heures. Ok. Qu'est-ce qui se passe à 6 heures? Alors, à 6 heures, du coup, moi, je suis souvent fatiguée. Donc, même s'il a mangé, peut-être, par exemple, à 4 heures ou 5 heures, je le mets dans mon lit. Oui. Et je le fais téter en dormant, donc en position allongée, pour essayer de grappiller quelques minutes. Ok. Alors, parfois, rarement, il se rendort. Donc, du coup, on peut grappiller jusqu'à 8 heures, par exemple. Mais sinon, habituellement, il reste éveillé. Donc, du coup, je vais le changer. J'ouvre les rideaux et je le pose sur son tapis d'éveil avec ses jeux. Et là, j'arrive à le poser... il est calme pendant à peu près une demi-heure, le temps que je prenne mon petit déjeuner dans la cuisine. Donc, pas à sa vue. Ok. Ensuite, est-ce qu'il y a
à nouveau une tétée ou un temps d'alimentation avant la sieste, la première sieste? Non. Ensuite, la première sieste, elle arrive à quelle heure? Du coup, s'il se lève à 6h, c'est à peu près vers 8h. Ok. Donc, il dort... je le berce, en fait. Enfin, souvent, pour celle du matin, en fait, comme je suis à la maison, que je ne suis pas encore changée, etc., je me mets sur le ballon. Ok. Et je le berce en 10 minutes, il est endormi. Et je préfère le garder sur moi parce qu'en fait, si je le pose, en 10 minutes, il est réveillé. Oui, ok. Donc ça mène vers à peu près 8h40. Et puis ensuite, Donc il s'endort en 10 minutes et il dort pendant... 40 minutes. 40 minutes, ouais. Ok. Pas plus, même si vous le rebercez au bout de 40 minutes? Ça peut durer jusqu'à 1h. Ok. Très bien. Au réveil, qu'est-ce qu'il se passe? Il est souvent hyper calme, en fait, au réveil. Oui. Et là, c'est l'heure de manger. Ok. C'est ça. C'est l'heure de manger. Donc, c'est le biberon depuis 10 jours à peu près. J'essaie de l'habituer au biberon. Il prend combien? Il prend 100 à peu près. C'est un repas où il mange pas beaucoup. Ok. Donc, il prend 100 de lait maternel. Ok. J'ai essayé pendant quelques jours de compléter avec une tétée. Mais finalement, je me dis qu'il va s'habituer. Enfin, il va toujours comprendre qu'après un biberon, il y a une tétée qui arrive et peut-être qu'il va s'habituer au fait... Enfin, qu'il va se dire, bon, comme il y a une tétée qui vient après, je vais pas prendre le biberon ou quoi. En entier? Ouais, Okay. donc du coup, j'évite depuis quelques jours aussi. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il se passe? Ensuite, son papa le sort. Ouais. En promenade, ils vont se poser dans un café pour que lui prenne son petit déjeuner. Ouais. Et puis, il en profite pour faire la sieste aussi. Une deuxième sieste. Ok. Avant de manger. Au bout de combien de temps? Lui, c'est toujours à peu près 2 heures. 2 heures d'éveil. Ok. Ouais. Donc, il refait une sieste 8h40, 9h40, 10h, vers 10h40. Ouais, c'est ça. Ok. 10h40 et il se réveille vers 11h20, 11h30. Donc, il dort 10h40, 11h20, il dort à nouveau 40 minutes. Oui, il dort jamais vraiment plus de 40 minutes. Même si on est en train de le pousser ou quoi, c'est 40 minutes, il se réveille. Et donc là, c'est en poussette? Oui. Ok. Oui, même si vous continuez à faire de la poussette, il ne se rendort pas? Non. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui se passe au réveil de cette sieste en poussette? Parfois, on ne sait même pas qu'il est réveillé. Il reste hyper calme. Okay. En fait, depuis qu'on l'a mis en poussette comme ça, où il peut voir l'extérieur, il regarde. Il est hyper calme. Sauf quand je suis dans une boutique et qu'il s'y attend pas, je pense. Et là, il hurle. Mais dès qu'il me voit, il se calme. Ok. Est-ce que vous lui donnez une tétée au réveil une tétée ou un biberon au réveil de la deuxième sieste? Non. Non? Ok. Qu'est-ce qu'il se passe ensuite durant son temps d'éveil? Souvent, on est à l'extérieur. On est toujours un petit peu en train de faire notre vie. Si on a des personnes à voir, on leur donne rendez-vous à l'extérieur ou ils viennent à la maison. Parfois, à midi, on va au restaurant avant qu'ils mangent. Ok. Donc, ça dépend en fait de l'heure à laquelle ils se réveillent. Donc, soit on le fait manger avant nous, soit après nous. Ok. Quand vous dites que vous le faites manger, c'est une tétée, un biberon ou de la diversification? C'est un biberon. C'est un biberon. Ouais. Ok. Donc, il y a un biberon aux alentours de midi? Oui. Ouais. Ok. Bib vers midi, c'est un bib de combien? Il ne boit pas beaucoup, il boit 100. 100. Ok. Et là, je complète avec une purée. Mais il ne prend pas beaucoup non plus. Ça fait 2 semaines à peu près. Non, 1 mois presque. 1 mois qu'il est diversifié? Oui. Ok.
Il a goûté à tout durant ces 1 mois de diversification ou bien... Non, en fait, je changeais de légumes tous les 3 jours. Oui. Donc là, on en est au 5e. Ok. Et vous lui donnez combien en termes de quantité? Je pense 10 grammes. Oui, quelques cuillères. Oui. Ouais, d'accord. Vraiment pas beaucoup. Il n'a pas l'habitude encore d'ouvrir la bouche. Enfin, c'est vraiment juste pour qu'il goûte. Ouais, très bien. Super. Ok. Ensuite, donc ça doit être vers 12h30, 13h30. Vers 13h30, il fait une 3e sieste? Un peu plus tard, 14h, je crois. Plutôt vers 14h? Oui. Ok. Dans ces cas-là, il fait sa 3e sieste. Il a fait comment? Alors, toujours en poussette. Ou alors, si on est à la maison, je le porte et sur le ballon. Ouais. Il ne le fait jamais dans son lit. Ok. Jamais dans son lit parce que vous avez essayé de le mettre dans son lit et c'est compliqué, il pleure, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, c'est quand j'essaye, c'est celui du matin. Ok. Où je suis à la maison, j'ai le temps, etc. Ouais. Donc j'essaye. Mais vraiment, je finis par ne plus en pouvoir parce que c'est hyper long. Il pleure fort. Ouais. Et ouais, ça me demande trop de patience. Ok. Du coup, la 3e en poussette, en portage aussi de temps en temps? Rarement. Rarement? Ouais. C'est vraiment plutôt poussette et ou bercé dans les bras, Voilà, c'est ça? Ok. Très bien. Et là, elle dure combien de temps? 40 minutes aussi? Ouais. Ok. Donc ça pousse aux alentours de 15h? Oui. Et du coup, sa dernière, elle est vers 16h30. Il en a une 4e vers 16h30? Ouais, 16h30, 17h. Et moi, je veux qu'il soit toujours réveillé à 17h30 maximum. Ok. Entre du coup son réveil de sa 3e sieste et sa 4e sieste, est-ce qu'il y a une proposition d'alimentation? Du coup, c'est vers quelle heure? Entre 15 et 16h30. Oui. Alors parfois, c'est avant sa dernière sieste ou après sa dernière sieste. D'accord. Donc il n'y a pas forcément un temps d'alimentation entre le 15h au réveil de sa 3e et avant le coucher de la 4e. Forcément. Ok. En fait, moi, ce que je regarde, c'est que c'est à peu près toutes les 3 heures qu'il mange. Ok. Je regarde pas d'autres signes, en fait. D'accord. Pourquoi est-ce que vous vous référez à ça? Je sais pas trop. En fait, je me dis qu'il faut qu'il mange assez la journée. Donc, j'attends pas qu'il ait faim pour lui donner parce que je préfère qu'il mange la journée plutôt que la nuit. Oui. Donc, je préfère lui donner régulièrement dans la journée plutôt que la nuit. Ok. Et si lui demande à manger, vous lui donnez, même si ça fait moins de 3 heures? Oui, mais ça arrive rarement. Parfois, quand c'est mes parents, ils oublient de lui donner à manger. Là, il pleure fort. Et il est inconsolable. Du coup, ils se disent « Ah, il a faim. » Ouais. Mais sinon, moi, je vérifie toujours le timing. Ok. Ok. Du coup, il y a une 4e sieste vers 16h30, 17h, c'est ça, qui dure 40 minutes aussi. Ok. Qui se fait aussi en poussette. Ouais. Ou dans les bras, mais ou plutôt poussette. Ouais, je suis plutôt dehors à cette heure-ci. Ok. Super. Ensuite, le coucher du soir, il a lieu à quelle heure? Alors, il a lieu vers 18h40, 50, il commence à se frotter les yeux. Et dès qu'il se frotte les yeux, je prépare un biberon. Donc là, c'est de l'infantile. C'est son... Ok. Ouais, c'est... Alors, j'essaie de faire le dernier biberon en infantile et parfois le biberon d'avant aussi en infantile. Ok. Donc celui-ci, c'est... alors, ça fait pas longtemps qu'on fait ça. Il a commencé à prendre 120 il y a 3 jours. Ok. Donc hier, j'ai essayé 160
et il a pris les 160. Ok. J'étais hyper étonnée. Et je complète pas au sein. Ok. Très bien. Et ensuite, dans la nuit, vous dites qu'il va se réveiller 2 fois, c'est ça? Oui. Et là, il part pour sa nuit, vers 19h, c'est ça? Vers 19h20, 30. Parce que du coup, je lui donne à manger. Et ensuite, il y a sa petite routine. Ok. Qu'est-ce que vous avez mis en place comme routine? Alors, la routine, c'est changement de pyjama, de couche. Je lui mets de la crème sur les fesses. Ensuite, massage du corps. Massage du corps. Ensuite, mouchage de nez et brossage de cheveux. Ensuite, je sors, je ferme les rideaux avec lui. Et là, je le pose avec une musique. Ok. Et là, maintenant, il s'endort finalement de cette manière dans son lit, réveillé, Oui. assez facilement, au bout Assez de 3 fois, facilement. c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Après l'avoir repris dans les bras 3 fois, s'il s'agite un peu. Ouais, c'est ça. En combien de temps? Alors, j'ai réussi en 9 minutes, comme ça peut aller jusqu'à une demi-heure. Ok. Est-ce qu'il y a des pleurs ou c'est juste un peu d'agitation Il y a parfois? des pleurs. Ouais. Fort? Ça va. Ok. Comment vous avez connu Fedodo? Sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Ok. Je crois que c'est Pauline Torres, je crois, qui Oui. était passée par Oui, vous. Et oui. je crois que c'était elle, oui. C'était il y a combien de temps? J'ai commencé à vous suivre assez rapidement après la naissance d'Eden. D'accord. Oui. Dans le premier mois? Ou peut-être deuxième. Ok. Ouais. Ok. Et puis après, je regardais tous les jours les boîtes à questions. Je trouve que c'est hyper Vous me connaissez bien alors? Les Ok. boîtes à questions, je trouve ça hyper intéressant. Et puis après, j'ai acheté le livre. Ok. Et le livre, je l'ai trouvé incroyable. J'ai regretté de ne pas l'avoir lu avant parce que je me suis dit j'aurais dû faire des fiches en fait avant qu'il naisse pour ne pas mettre des mauvaises choses en place. Après avoir lu le livre, j'ai eu le sentiment d'être partie un petit peu à droite à gauche à tester des choses. Et puis en fait, au final, il y avait des réponses qui étaient intéressantes dans le livre ça m'a beaucoup déculpabilisée aussi de lire le livre. Ok. Sur certaines choses parce que je n'osais pas du tout le faire pleurer. Dès qu'il pleurait, tout de suite, je le levais. Et parfois, en fait, je me suis rendu compte que c'était en fait plutôt naturel quand même de libérer ses émotions, etc. Donc en fait, j'ai vu les pleurs différemment grâce au livre. Ça vous a rassuré aussi? Oui, je me suis dit en fait, il y a d'autres façons de faire et j'avais pas les bonnes connaissances en fait. Ouais. Vous parlez du coup du livre bleu, Oui, le grand guide du sommeil de mon bébé. Ouais, le premier, vous l'avez pas lu? Le deuxième, pardon, non, le rouge. Je l'ai pas encore lu. Vous l'avez pas lu. Ok, super. Là, concernant votre problématique, ce pourquoi on se voit aujourd'hui, ce que vous souhaiteriez voir s'améliorer, j'ai entendu qu'il y avait ces histoires de réveil la nuit. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaiteriez améliorer? Alors, j'aimerais que les siestes se passent... quand je suis à la maison, puisse être dans son lit pour pouvoir me libérer du temps parce qu'au final, je suis H24 avec lui, finalement. Et puis, j'aimerais lui apprendre à ce qu'il s'endorme seul. Il tête ses doigts. Longtemps, ouais. Qu'il puisse s'endormir seul. Parce que ça, je suppose que du coup, ça va améliorer les nuits, puisqu'il pourra se rendormir tout seul.
Alors, on va voir ensemble, parce qu'il y a quand même pas mal, vous avez lu le livre, donc il y a beaucoup de facteurs qui peuvent avoir une influence sur ces réveils la nuit. Là, pour moi, de ce que vous me dites vis-à-vis du fait qu'il est à 1 ou 2 réveils la nuit, et que lorsque vous lui donnez à manger, en gros, derrière, il se rendort, il n'y a pas de problème. Pour moi, à son âge, je pense que c'est vraiment des réveils alimentaires nécessaires. Parce que j'ai lu dans votre livre aussi qu'il fallait tester, voir s'il suçait vraiment, etc. Ouais. Et j'ai testé, il ne prend pas mon doigt. Oui. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, il ne doit pas avoir faim. C'est un des tests possibles, en effet, mais ce n'est pas non plus valable forcément obligatoirement. Et je dirais que c'est un test qu'on peut mettre en place plutôt aux alentours de 6 mois. Que avant ça, puisque avant les 6 mois, on va vraiment considérer que la nutrition nocturne, si c'est 1 ou 2 fois, c'est vraiment quelque chose qui peut être tout à fait normal. Mais on va regarder ces courbes ensemble, et puis on va regarder le détail de son alimentation aussi. Ok, et par contre, je suis désolée, j'ai oublié de vous préciser que parfois, il se réveille, il pleure, comme s'il nous appelait. Et je vais juste, parfois juste je le caresse, ou parfois je le porte comme ça, il se rendort tout de suite et je le pose et ça continue. Ça arrive aussi. Je ne les ai pas comptés dans les 2 réveils. D'accord. Il y a aussi des réveils comme ça dans la nuit. C'est toutes les nuits ? Oui. Ouais. Et il y a combien de réveils comme ça toutes les nuits ? Souvent, ça arrive... Donc, je le couche à 19h30. Ça arrive à 20h30, 21h30. Et une fois après le repas, donc vers 4h. Ok. Et les 2 fois où il s'alimente dans la nuit, c'est vers quelle heure ? Alors, ça peut arriver à 22h et à 3h, 2-3 heures. Ok. Alors, on va regarder les courbes que vous m'avez envoyées le concernant. On va commencer par le périmètre crânien ensemble. Ok. Il n'est pas trop lourd. Il a l'air bien, là. Alors, du coup, on voit qu'il est né un tout petit peu en dessous du 50e percentile, puis il est monté au 50e percentile vers ses 5 semaines. C'est en semaines, là ? Ouais. Donc, vers ses 1 mois. Ensuite, il est resté sur le 50e percentile et il a cherché à aller un peu au-dessus. Alors, ça peut aussi être une erreur de prise de mesure, à peu de choses près. Globalement, il est au niveau de son périmètre crânien autour du 50e percentile. On va regarder la suite. Est-ce que vous avez les programmes vidéo fait dodo ? Non. Non, vous les avez pas. Ok. Vous avez tout un module nutrition dessus, pourra être intéressant parce que là, en faisant la consultation, on vous l'offre, donc vous pourrez les regarder. Ce sera intéressant. Ensuite, et c'est pour ça que le livre rouge est très important à compléter avec le livre bleu, parce qu'il y a vraiment toute la partie nutrition qui est beaucoup plus complétée que dans le bleu. Mais dans le pack, vous avez aussi beaucoup d'infos sur la nutrition. Du coup, au niveau de la taille, il est né au 25e percentile. Donc, on avait vu le périmètre crânien, c'était plutôt au-dessus, sur le 50e. Il est né au 25e. Là, je ne sais pas si c'est une erreur de prise de taille. Et puis, il est resté globalement autour du 25e percentile, là, avec éventuellement une petite baisse par là. Après, bon, est-ce que c'est réellement une baisse ou pas ? Les 3 courbes se regardent toujours ensemble, en fait. Périmètre crânien, taille et poids. Là, en tout cas, on lit juste que il est resté autour du 25e percentile. Il a cherché à monter peut-être au-dessus. Et là, il y a peut-être une redescente. Pour pouvoir grandir, un bébé, les bébés et les enfants, pour pouvoir grandir, ils ont besoin d'abord de grossir. Ça se passe toujours en je grossis, je grandis. Je grossis, je grandis, obligatoirement. Et si je grossis pas suffisamment, je peux pas grandir suffisamment. Donc, les indications qu'on peut avoir, c'est tiens, j'ai cherché à monter un petit peu plus vers le 50e percentile, comme est mon périmètre crânien. J'ai peut-être cherché à rattraper un peu, mais peut-être que j'ai pas suffisamment grossi pour le permettre. Donc, je restagne un petit peu en dessous au niveau du 25e percentile.
c'est important de savoir que la lecture des courbes, ça n'a rien de... En tout cas, celle qu'on fait ensemble, parce que sinon je vous aurais envoyé chez son médecin s'il y avait quelque chose de dramatique. La lecture des courbes, c'est pas une lecture pathologique. Le médecin, lui, va faire une lecture des courbes et va vous dire attention, là, c'est dangereux pour votre enfant, il y a un problème. Il va regarder la lecture pathologique, danger de vie ou de mort de votre enfant, ou problème endocrinien, etc. Moi, je vais regarder, les diètes nutritionnistes et les médecins avec lesquels on travaille, nous, on va vraiment plutôt regarder la lecture des courbes au regard des deux équilibres, alimentation et sommeil, pour avoir au maximum un enfant qui va pouvoir avoir des facilités à s'endormir parce que c'est bien équilibré au niveau de l'alimentation, il y a juste ce qu'il faut et que ça va permettre des plus belles siestes, des plus belles nuits, etc. Mais l'être humain, c'est important de le savoir, n'est pas du tout en danger si par moment on manque un peu d'alimentation, que ça a un peu impacté notre taille, etc. Heureusement, on a tous un corps qui est fait pour survivre, même s'il y a des petits manques parfois ou des petits trop. C'est important de le savoir. Nous, on en fait cette lecture-là parce qu'elle est très importante dans la lecture d'autres symptômes, notamment ceux du sommeil et de l'apaisement général de l'enfant. Du coup, au niveau du poids, on va regarder un petit peu sa courbe de poids ici. Une lecture de courbe se fait toujours en âge corrigé, mais comme il est né à terme, du coup, on est bon. Là, du coup, lui, il est né, alors, en dessous du 50e, mais même, au niveau du 15e percentile, pour le coup. Il est né au niveau du 15e percentile, donc plutôt un petit poids. Et ensuite, il a cherché à rattraper un petit peu, à grossir un petit peu plus, pour permettre justement à sa taille de se maintenir et puis peut-être même de progresser. Et on a vu que la taille avait progressé un petit peu, d'ailleurs, pour peut-être se diriger vers le 50e percentile, qui peut-être est l'endroit, en fait, la courbe qu'il a besoin de suivre. On ne naît pas forcément à la courbe sur laquelle on a besoin d'être. On ne peut pas descendre en dessous, ça c'est sûr, c'est qu'il y a un problème, mais on peut peut-être avoir besoin de rattraper une ou deux courbes au-dessus pour vraiment se situer sur celle qui correspond à notre patrimoine génétique, en fait, aussi simplement que ça. Et souvent, ce rattrapage-là, il se fait dans les 2 premières années de l'enfant. Après, même si au bout de 2 ans, il y a eu des petits déficits caloriques et que l'enfant n'a pas réussi à rattraper, on arrive quand même, via différentes actions, à faire en sorte que l'enfant puisse rattraper. Là, dans votre cas, du coup, il a essayé de remonter vers le 50e percentile en termes de poids. Et puis là, on a eu une très légère baisse, mais globalement, il a suivi finalement juste en dessous du 50e percentile en termes de poids. Pour moi, l'équilibre général, là, ce qu'on voit au niveau de la lecture des courbes, c'est que du côté de l'alimentation et des apports nutritionnels, on est bien. On est vraiment là où il a besoin d'être en termes de besoins alimentaires. Il est juste en dessous du 50e au niveau du poids, il est au 25e au niveau de la taille, il a cherché à monter un peu, mais bon, au niveau du périmètre crânien, il est aussi au niveau du 50e. L'idée, c'est que les 3 courbes soient à peu près dans les mêmes couloirs. Et là, c'est votre cas. Il n'y a pas de très grosse différence, il n'y a pas de baisse non plus, on a une montée en poids qui est intéressante. Au niveau de la taille, on a peut-être une petite baisse, et encore, ça peut être juste une mauvaise prise de taille, avec les petits comme ça, il n'y a aucune inquiétude. Donc là, au niveau alimentaire global, moi, ce que je lis, c'est que la manière dont vous l'avez nourri, le rythme auquel vous l'avez nourri, etc., ça lui correspond. Ça va bien. Maintenant, là, c'est des prises qu'on a eues. La dernière prise, au niveau du poids, elle était à 18 semaines, 17 semaines. Oui. Là, je vais faire la prochaine prise la semaine prochaine. Ok. Il a combien de semaines, là, du coup ? Demain, il a 5 mois. Et ça fait combien de semaines ? 21, je crois. 5 fois 5 21 ou 22. Ça fait 25 presque, non 5 semaines dans le mois. Difficile. C'est pour ça que c'est dommage qu'il compte ça en semaines. Oui, ça veut dire que là, quand même, on est un petit peu éloigné. On a quand même 3 semaines d'écart vis-à-vis de la dernière prise de poids, c'est ça 3 semaines, 1 mois. 3 semaines, 1 mois, là, durant lesquels vous avez mis en place pas mal de petits tests de changement. Donc, ça pourra être très intéressant pour vous, là, avec ce que je vous ai dit, à la prochaine prise de poids, de regarder comment ça se passe. S'il y a eu une petite baisse,
c'est un indicateur que là, il faut vraiment faire attention à remettre de la nutrition, peut-être à continuer à compléter au sein s'il faut, à essayer que les biberons soient peut-être plus gros et pas forcément à réduire au niveau de la nuit. Parce que moi, un bébé pour qui, au niveau de la nutrition, tout va bien, et c'est un bébé qui prend 2 prises dans la nuit, ça veut dire que pour maintenir ce niveau de poids-là, il a besoin des 2 prises actuelles dans la nuit. Si par contre il était en train de monter en flèche, parce que 2 prises dans la nuit, ça lui fait quand même à minima 200 millilitres, si c'est pas plus, de lait, donc c'est une bonne quantité à son âge et pour son poids. Et du coup, si il était en train de monter au-dessus des courbes en termes de poids et que au mois suivant la taille elle monte pas, le périmètre crânien ne monte pas, ça sur 2-3 mois, mais par contre on a le poids qui monte tout seul. Là, je vous aurais dit, ok, la nuit, là, il n'y a plus besoin de s'alimenter pour lui. Vous pouvez arrêter ça. Par contre, il y a plein d'indicateurs dans tout ce que vous me dites en termes de récit. À savoir, il demande que 2 fois. À 5 mois, c'est complètement normal. Il suit sa ligne de poids et de taille de manière très proportionnelle avec ces apports-là. Donc, c'est que c'est son besoin. Et en plus de ça, quand vous lui proposez, même si vous faites le test du petit doigt, vous essayez de le prendre dans vos bras, comme vous le faites à d'autres moments d'ailleurs, finalement, et où il se rendort automatiquement. Dans ces moments-là, vous le faites et ça va pas du tout. Et là, il dit non pendant pas mal de temps. Donc là aussi, c'est un indicateur, clairement, à son âge, que là, il a besoin de ces 2 temps de nutrition nocturne, clairement. Donc, on se sert de tous ces petits éléments-là pour le savoir. Après... oui, l'idée, c'est de pouvoir l'emmener petit à petit vers des nuits les plus complètes possibles et qu'il se nourrisse au maximum la journée, en effet. Ça, et qu'il répartisse son alimentation au maximum sur la journée, comme vous essayez de le faire avec un quota toutes les 3 heures. Toutes les 3 heures à son âge, en effet, c'est plutôt indiqué. Ça peut même être 2h30. Parfois, ça peut être 3h30 aussi. C'est important de se dire, c'est pas un robot. L'idéal de ce que vous pouvez avoir en tête, c'est que c'est pas mal d'avoir... il s'énerve un petit peu, là. Je pense il a faim. Il a faim ? On peut faire une petite pause pour que vous puissiez lui donner ce qu'il faut. J'ai un biberon. Ouais, super. Vous pouvez revenir là avec, comme ça, on va pouvoir continuer à discuter pendant que ça chauffe. Combien vous lui proposez là ? 120, ok. On va reprendre également son poids. Là, pour moi, en termes de rythme, toutes les 3 heures sur toute la journée, c'est assez cohérent avec ce que font les bébés à cet âge-là habituellement. Par contre, ça peut faire qu'il n'ait pas les 2 derniers très rapprochés de fin de journée. Alors, si vous lui donnez du coup... Ça lui arrive parce que quand il se réveille de sa dernière sieste à 17h15, 30, je lui donne. Oui. Et ça fait qu'il y a 2 heures de différence avec son dernier repas avant de dormir. C'est pas assez rapproché, ça ? Si, c'est bien. Ça peut être une bonne chose. Ce qui est sûr, c'est que d'autant plus si vous avez pris 160 la dernière fois sur un biberon... les petits vont vraiment pouvoir fonctionner facilement sur j'espace un petit peu en journée de 2h30, 3h, 3h30, mais en fin de journée, je vais pouvoir faire des demandes beaucoup plus rapprochées. D'accord. Et ça peut éviter les petits réveils que vous avez actuellement juste après le coucher sur les 2 cycles qui suivent. D'accord. Parce que potentiellement, ça marche de pouvoir le rendormir juste avec un petit câlin, mais potentiellement, c'est peut-être parce qu'en fait, là, vous avez supprimé, vous savez, l'alimentation de 21h. Oui. Je comprends. Oui. Et c'est peut-être ce biberon supplémentaire dont en fait, il peut avoir encore besoin là. Donc, soit on réussit à le remettre sur la journée avant. Je comprends. Soit vers 21h, quand il est presque à se réveiller, on en profite pour lui donner un beau biberon là, à peine réveillé, et on le recouche, il continue sa nuit. Ok. Et on maximise les apports. Parce que ça peut être très compliqué pour un petit de 5 mois de réussir à prendre tous les millilitres qu'il lui faut sur les 12 heures de la journée. Parfois, il a besoin de 13 ou 14 heures pour pouvoir les prendre, plus un ou 2 autres dans la nuit. Je comprends. Vous avez son poids en tête ? Là, la dernière fois, donc il y a 3 semaines, c'était 6 kg 650. 6 kg 650.
Oui, 6 kilos, Ouais. 650, oui. Pardon. Ok. On va calculer du coup approximativement ses besoins sur 24 heures en millilitres. Oui. Ça, vous l'aviez fait? Je l'ai fait, mais j'ai plus les chiffres en tête. Du coup, 6 kilos 650, ça nous fait 665. Oui. J'ajoute 250. Du coup, ça nous fait 915 millilitres. Mais j'ai toujours été très inquiète parce que je pense qu'il prend pas. Alors, comme il est allaité, on peut difficilement savoir bien ce qu'il prend. Pour moi, au vu de ses courbes, vous pouvez ne pas être inquiète. Okay. Il arrive à prendre ce qu'il faut. Okay. Sinon, on aurait une courbe de poids qui progresse pas comme elle progresse actuellement. Et qui est très en lien avec toute sa génétique, son périmètre crânien, sa taille. Il y a vraiment pas de souci de ce côté-là. Peut-être qu'avec ce qui s'est passé ces 3 dernières semaines, il y a un petit... Mais c'est pas dramatique non plus, en fait. Vous allez reprendre et ne pas hésiter à l'écouter s'il demande « hop, je donne » et je donne vraiment au maximum. Après, comme là, c'est plus compliqué pour lui de prendre des belles prises sur les biberons. C'est vrai que des bibes de 120, ça fait pas beaucoup. Potentiellement, il prend plus en fait au sein. Ouais. Quand vous tirez votre lait, vous arrivez à tirer combien ? Je tire 160. Ouais, donc il est plutôt sur du 160 lui. Vous tirez 160 des deux ? Oui, les deux en même temps. Oui. Ok. Donc je pense qu'il est plutôt sur du 160-180 à mon avis. Donc il y a une petite problématique avec le biberon. Alors. Ouais. Alors, mais c'est normal parce qu'il démarre en fait. C'est déjà top pour un petit en quelques semaines de se mettre à prendre des bibes de 120. On a une maman allaitante là. Il y a plein de mamans allaitantes qui vous diraient waouh. Parce que parfois, ne serait-ce que prendre 30 millilitres, c'est la croix et la bannière. Donc c'est plutôt top. Okay. Moi, par contre, c'est vrai que je compléterais au sein derrière. D'accord. Toujours le temps que il augmente bien ses prises tranquillement. Mais il va pas se dire. Alors ça peut être possible si vous voyez vous que par contre il réduit. Allez-y. Et du coup, il se peut que là, le 120, ce soit pas beaucoup, mais on va voir s'il le prend jusqu'au bout. Parce que moi, il finit pas, ouais. Peut-être lui proposer le sein alors ensuite, si c'est possible pour vous. On va voir s'il est sage. Il prend bien, ouais. Bon, c'est génial. Il y a pas, de toute façon, au vu des courbes de ce qui se passe, il n'y a pas de problème de succion ou quoi que ce soit. C'est vraiment top. Vous pouvez avoir beaucoup de mamans là qui vont regarder l'épisode qui vont être très envieuses. Du coup, idéalement, oui, il faudrait qu'il parte sur environ 950 millilitres. Si je divise 950 millilitres, alors 950, on est à 915, mais ça, c'était son poids il y a 3 semaines. Oui. Et en 3 semaines, on prend du poids. Donc, à mon avis, il est plus aux alentours d'1 litre. Oui, d'accord. D'ailleurs, on va plutôt calculer sur 1 litre. Un litre divisé par 5... c'est des prises de 200. Oui, il est plutôt à 7, mais c'est pour pouvoir doser. Donc, si je divise 1 litre plutôt par 160, qui serait son quota habituel, oui, c'est ça. Ça fait 6,25. Donc, ça fait environ 7 prises, du coup. C'est ça. Donc là, les 7 prises qu'il a, elles sont en lien avec ses besoins. D'accord. Et par contre... c'est cette prise de 160, c'est pas cette prise de 120. Donc ça veut dire que le temps qu'ils se mettent à augmenter comme ça au niveau des bibes, pas hésiter à compléter en TT derrière autant qu'il a besoin. Et aussi, en fin de journée, ne pas hésiter à vraiment pouvoir vous dire, OK, je peux vraiment lui reproposer à manger très régulièrement, voire même avec une demi-heure, 1 heure d'espacement, s'il prend, en fait. Vous proposez... lui, il prend ou il prend pas. Sur le tout dernier temps d'éveil, notamment, entre sa dernière sieste et le moment du coucher, là, c'est ce qu'on appelle les tétés groupés, en fait, souvent, chez les bébés allaités, mais ça marche aussi pour les bébés au biberon. En fait, ils prennent 2 gros biberons. Ils peuvent prendre 300 millilitres, en fait, sans aucun problème, avec 2 biberons de 150, voire 2 biberons de 180, suivant les besoins des bébés. Sans problème. De toute façon, si vous n'êtes pas sur du forcing pour lui vis-à-vis de l'alimentation, lui, il prendra toujours ce dont il a besoin. Et puis, si vous proposez, puis il vous dit non, il tourne la tête, dans ces cas-là, c'est que c'est non. Peut-être essayer de terminer avec vous. Oui. Maman, elle est là, t'inquiète pas. C'est maman. Oui, c'est maman.
Ouais, tu peux continuer à manger. Voilà, tu peux continuer à manger. Super. Donc les répartitions en 7 prises, tant qu'il ne prend pas plus que 160 en tout cas, c'est pour combler ses besoins, ça c'est sûr. Et puis quand il commencera à passer sur du 180, 200, 210 au niveau des biberons, là potentiellement il arrivera à prendre un peu plus et faire que la nuit, il n'ait pas besoin de se réveiller. Donc là, moi malheureusement, je ne peux pas vous aider à grand chose pour ces réveils-là la nuit. Et les réveils de début de nuit qu'il a actuellement, où il demande juste la prise dans les bras, en tout cas les 2 réveils de début de nuit, pour moi c'est plus lié au bib qui lui manquait à 21h. D'accord. Donc au premier réveil qu'il vous fait, en tout cas à l'heure actuelle, si vous faites un réveil au bout d'1 heure de temps de sommeil, moi j'irai avec un biberon plutôt. Ah oui. Oui, complètement. Vous allez avec un biberon, vous lui proposez. Et puis s'il prend, super. Parce que là, il acquiert du quota en fait calorique sur sa journée. Et puis, il pourra d'autant plus avoir moins besoin durant la nuit, sur le temps où vous dormez en tout cas. Et puis, s'il veut pas et qu'il se rendort juste, c'est que c'est pas ça. Mais je testerai d'abord un biberon. Parce que les enfants de cet âge-là, si vous pensez aux bébés allaités, les bébés allaités, ils vont vraiment pouvoir prendre en non-stop pendant 2-3 heures toute la fin de journée en fait. Le dernier temps d'éveil, parfois, il le passe au sein uniquement pour vraiment stimuler, pour vraiment prendre beaucoup avant de partir pour la nuit. D'accord. Et les bébés au biberon, souvent la problématique, c'est que les gens se disent je donne un biberon et puis il part pour sa nuit. Alors qu'il y a besoin de vraiment un biberon au réveil de la dernière sieste, un biberon au coucher aussi du coup. Et parfois, on a besoin que la journée soit un peu plus longue, donc il fait une pseudo 5e sieste et puis il a besoin de remanger pour encore repartir pour sa nuit. N'hésitez pas à l'écouter dans sa demande vis-à-vis de la nutrition, en tout cas, parce que c'est ce qui va vous aider à ce que ça puisse continuer à se passer du mieux possible de ce côté-là. Ok. T'en veux plus? Oui, mais elle parle, la dame, là, elle me déconcentre. Maman, elle n'est pas avec moi. Et il aime bien quand le biberon est très chaud. Et vous voulez chauffer plus? Je le chauffe plusieurs fois, mais je vais attendre un petit peu. On va attendre un petit peu. Et là, il veut téter. Ouais. N'hésitez pas à lui donner une tétée pendant qu'on fait chauffer le biberon. Oui. Ça va se voir à la caméra. Vous voulez un linge, quelque chose? Vous voulez qu'on arrête la caméra et lui donner la tétée tranquillement? Qu'est-ce qui vous va je vais chauffer le biberon et je vais continuer au biberon. Ouais, mais sinon, on peut même vous laisser tranquille pour lui donner la tétée. Nous, on sort si c'est ça, si vous avez besoin. Je vous dirai si, Ok. Merci beaucoup. Ok. Du coup, là, pour moi, au niveau de l'alimentation, c'est vraiment important de continuer à le suivre comme vous faisiez. Et si vous souhaitez qu'il mange moins la nuit, ça veut dire qu'il faut optimiser au maximum la journée. Ouais. Et actuellement, ça veut dire qu'il prend au moins 300 ml la nuit. Donc, ça veut dire qu'il y a 300 ml à rebasculer sur la journée, sachant que plus il grossit, plus il grandit, plus il a besoin de millilitres supplémentaires. Et du coup, vous avez un très bon repère à l'heure actuelle avec ces courbes. Là, oui, il demande à téter. Oui, mais il fait tout le temps ça, en fait. Oui. Oui, tu préfères téter, petit cœur. On fera ça tout à l'heure. Là, vous voulez arrêter complètement l'allaitement? J'aimerais bien, Ouais. Mais en fait, je préfère l'écouter. Enfin, je vais pas arrêter. J'ai pas comment dire? D'impératif. Ouais. Mais en fait, moi, initialement, je voulais l'allaiter que 1 mois. D'accord. Et sauf qu'en fait, il aime tellement ça, il prend tellement bien que... T'as vu, ça se passe bien. Vous avez un super allaitement, ouais. Oui, ça se passe bien. Et puis même au niveau de votre production, en fait, elle est top. Est-ce que vous êtes accompagnée dans l'arrêt de cet allaitement-là? Non. Parce que moi, je suis pas spécialiste de ça. Et du coup, si vous avez des questions, idéalement, ça peut être pas mal de les poser. Vous avez Fanny Riosec, qui est notre consultante en lactation IBCLC. N'hésitez pas si vous sentez le questionnement que vous aviez vis-à-vis de si je lui donne le sein, si je complète au sein après les biberons, est-ce qu'il va pas préférer ou autre.
Elle pourra peut-être mieux vous répondre et vous donner des astuces. Moi, je sais que même si vous faisiez ça, il a l'air de prendre des biberons et d'augmenter en termes de quantité ses biberons. Donc, ça ne pose pas plus problème que ça. Si vous voyez qu'il se met à diminuer, en effet, les quantités de biberons et absolument réclamer le sein, bah oui, c'est peut-être ça qui fait. Mais quoi qu'il en soit, il faudra réussir à trouver la façon de lui permettre de quand même prendre ce qu'il lui faut. Okay. Ouais. Parce que 120, c'est pas suffisant par prise pour lui. C'est 160 au minimum, voire 180. Ouais, ce serait pas mal. Okay. Parce que c'est ce qu'il prenait. Il prenait les 2 seins ? Oui, à chaque fois. Ouais. C'est un petit rigolo. Ok. Donc, ça, c'est la première chose au niveau de l'alimentation et des enjeux vis-à-vis de la nuit. Pour moi, c'est important de répondre. Super. Okay. Mais du coup, Fanny, c'est une consultante en lactation IBCLC qui vraiment respecte le choix de chaque maman. Et elle va pas vous culpabiliser parce que vous arrêtez l'allaitement. Et elle va au contraire pouvoir vous guider vers cet arrêt et que ça se passe bien, en fait, pour vous et pour lui. Et ça peut être une sacrée ressource dans ces cas-là. Ça marche. Donc, ça, c'est pour ce qui concerne l'alimentation. De la même manière, Eden, là, il fait des courtes siestes de 40 minutes. Il a des stratégies de sommeil dépendantes, en tout cas pour la sieste. J'ai vu que vous avez mis en place des stratégies de sommeil petit à petit autonomes au moment du coucher. Oui. Et ça fait, vous m'avez dit, ça fait combien de temps ? Un mois ? Oui, c'est ça. Ouais, 1 mois que c'est mis en place. Et encore, c'est pas vraiment autonome parce que dès que je pars, il crie. Oui. Donc il faut que je sois là vraiment, que je le regarde. Même quand j'essaie d'éloigner un petit peu la chaise, ça marche pas. Ouais. Il veut vraiment que vous soyez juste à côté. Oui. Est-ce que le papa le couche de temps en temps ? Rarement. Ok. Mais j'essaye de lui faire 1 fois par semaine. Ok. Et quand il le fait, c'est vraiment dans les pleurs très très fort. C'est compliqué. Oui. Donc oui, il a déjà mis en place un petit peu de dépendance à la présence, en effet. Oui. Pour moi, le fait que là, pour les siestes, ce soit très présent au niveau de la dépendance à la présence, avec beaucoup les bercements, les bras, la poussette, du coup, ça n'aide pas au fait que pour le soir, vous puissiez un petit peu vous reculer, etc., et sortir de la pièce avant qu'il soit endormi. Je pense que l'enjeu, il est plus de ce côté-là. Donc, j'aurais tendance, là, à vous conseiller, étant donné qu'il a 5 mois, on n'est pas sur un petit de 2 mois, et ça, je le dis parce que c'est des consultations qui sont regardées. Donc là, spécifiquement pour vous, étant donné qu'en plus, il y a déjà des belles choses qui sont mises en place pour la nuit. Est-ce que vous tirez votre lait aussi régulièrement là ? Oui, pour les biberons. Oui, c'est ça. Ouais. Vous faites attention à bien maintenir la lactation. À chaque fois qu'il prend un biberon, je tire. Ok. Ok, super. Du coup, là, ce qui peut vous aider, ça peut être vraiment une mise en place très systématique au niveau des siestes, des siestes dans son lit, parce que là, actuellement, mon temps, ça le dérange. Je vois bien que je te dérange, petit chat. Et du coup, là, si vous avez vraiment besoin d'aller vers quelque chose de plus serein au niveau des stratégies de sommeil autonomes, moi, j'entends là, dans ce qui se passe, le fait que il y a parfois les bras, il y a parfois le lit, il y a parfois la poussette. Alors, quand ils sont tout petits, en soi, il n'y a pas de problème. Mais lui, en plus, il y accorde quand même de l'importance puisqu'il est vraiment plus sur cette dépendance à la présence, puisque dès que vous vous éloignez, c'est pas OK pour lui. Donc, ça peut être intéressant, là, de vous diriger vraiment sur quelque chose de très cohérent pendant plusieurs semaines. Vous pouvez éventuellement garder une dernière petite sieste en fin de journée en poussette, si vous voulez. Mais vraiment de maximiser là les siestes dans le lit et en soi de pouvoir vous donner un objectif, de vous dire OK, je me donne 1 semaine là, juste déjà 1 semaine où je me dis toutes les siestes se font dans le lit sauf la dernière de fin de journée où on sort, mais quoi qu'il se passe, Eden, je te proposerai de faire la sieste dans le lit. Ça veut dire que potentiellement, il va être frustré, ça va être un petit peu difficile. Ne pas hésiter à vraiment pouvoir le garder dans vos bras, faire des gros câlins, lui dire que tout va bien, que oui, ça change, mais qu'il va réussir. Et pour lui,
Là, il est vraiment dans quelque chose où il n'a jamais fait de sieste finalement dans son lit, dans sa chambre. Et en plus de ça, c'est beaucoup plus difficile d'aller vers le sommeil en journée parce qu'on n'a pas de production de mélatonine. Donc là, le soir, ça l'aide, mais ça arrive une fois dans la journée, tandis que 4 fois dans la journée, il s'endort dans d'autres conditions. Donc là, vous allez vraiment maximiser les expériences positives de j'y arrive, même quand j'ai pas de la mélatonine, même quand c'est la journée, je peux réussir à m'endormir dans mon lit à la maison. Vous m'avez parlé du fait que son lit est dans le séjour, c'est ça? Vous aviez envoyé les photos? Oui. Alors, je vais regarder si je les ai. Oui, je les ai dans le dossier. Ok. Est-ce que vous arrivez à faire du noir complet? Non. Non, ouais. Oui, je vois, il est vraiment juste dans le séjour. Vous avez aucune autre pièce pour lui dans la maison, dans l'appartement? On a notre chambre qui est juste derrière la verrière. Et dans cette verrière, là, il y a quelque chose? C'est notre chambre. Ah, c'est la chambre qui est dans la verrière. Oui. Ok, oui. D'accord. Ah, un petit caca. Oui. Un beau caca. Oui, à chaque fois qu'il mange, en fait, il évacue. Eh bien, c'est parfait. Oui. Ça veut dire que c'est un bébé qui mange suffisamment. Et ça, c'est important de le dire parce qu'on a eu beaucoup d'épisodes là avec des petits bébés allaités qui n'avaient pas suffisamment au sein. Et il y a un mythe qui est très présent, comme quoi les bébés allaités font très peu de sel, ils peuvent ne pas en faire pendant des jours et des jours. Oui. Alors qu'un bébé allaité au sein qui mange à sa faim, il fait très souvent une selle à chaque tétée. Ok. Ouais, c'est exactement ce qui se passe. Et ben voilà. Donc ça corrobore avec les courbes, ça corrobore avec la situation, et c'est super pour nous et pour tout ce qu'on a tourné, même tous ces derniers jours, pour les familles, parce que ça permet de vraiment voir quand est-ce que c'est équilibré, puis quand est-ce qu'il y a un déséquilibre. Et donc là, c'est top. Si un jour il se met à plus faire des selles comme ça aussi souvent, c'est que potentiellement justement il y a un petit manque au niveau apport nutritionnel. D'accord. Et je le répète très très souvent parce que malheureusement c'est très très présent et c'est relayé parfois par des consultantes IBCLC qui vont dire que un bébé allaité c'est normal qu'il fasse pas de sel. D'accord. Et non, à chaque fois qu'on regarde les courbes, c'est que c'est un petit bébé qui a faim. Donc le vôtre, il mange à sa faim. Ça va alors. Ouais, mais ça se voyait sur les courbes. C'est top. Et vous pouvez continuer à le suivre. Vous avez un super allaitement qui se met en place. Vous avez le droit de vouloir l'arrêter, en tout cas. Et on fait attention que du coup, ils réussissent au niveau des biberons tranquillement à augmenter. Au niveau de la chambre, en effet, le fait qu'il ait pas de chambre, ça peut être un petit peu compliqué. Et surtout si vous souhaitez qu'il fasse des siestes dans la journée, dans l'appartement, et que vous souhaitez être dans l'appartement. Là, potentiellement, il y a une dépendance à la présence, forcément très, 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 très proche, si c'est quelque chose qui se met en place. Moi, j'aurais tendance... Est-ce que le lit, il passe dans la chambre avec votre lit? Non. Non, pas c'est du pour ça que le cododo, on avait pris un tout petit format, vraiment petit. Ok. Et que là, c'était obligatoire de le sortir. Vous n'avez pas prévu de déménager? Si. Déménager. Quand ça? Alors, dans 6 mois. Dans 6 mois. Plus même. Ok. Et envisagez-vous de dormir dans le salon? C'est quelque chose d'envisageable ou pas du tout? Avec un canapé-lit, par exemple, ou ce genre de choses? Qu'on l'envisage, je pense. Parce que ça va être de plus en plus présent, en fait. Si c'est dans 6 mois, ça veut dire qu'il va avoir 1 an. Vous allez avoir toute la phase en plus des 8-9 mois. Des siestes qui peuvent être un petit peu problématiques. En tout cas, si vous avez envie d'aller vers quelque chose où vous n'êtes pas sur du cododo, où c'est plus les siestes en poussette en non-stop, où vous avez envie qu'il fasse des siestes à la maison, ça va devenir quelque chose d'assez obligatoire. Ça peut être compliqué autrement. Parce que lui, il peut vraiment être poussé vers l'éveil en restant dans la pièce de vie avec vous, en fait. Plus il va grandir, plus il peut être poussé vers l'éveil. Après, si vous êtes sûr de rester vraiment dans la pièce avec lui, que vous faites du bruit, pour certains enfants, ça valide aussi la dépendance à la présence. D'accord. Et ça peut être aussi un choix quotidien, à savoir, en fait, mon bébé, il fait une forme de cododo avec moi, c'est-à-dire il dort dans la pièce avec nous, pendant qu'on vit aussi. Il s'endort le soir dans ce lit. Du coup, lorsqu'il s'endort le soir dans son lit,
Vous faites comment ? Nous, on se met dans la cuisine, qui est une pièce fermée. D'accord. On mange et puis ensuite, on va se coucher, quoi. Ok, donc il vous entend et il est habitué à cette pièce-là. Ce qui pourrait être pas mal, ce serait peut-être de trouver quand même un petit paravent ou des meubles, d'essayer de recréer comme une petite alcôve avec des meubles à la hauteur de son lit. Okay. Au moins, ça lui permettra d'être un peu moins sur de la vigilance vis-à-vis de son environnement, de créer peut-être un peu plus d'obscurité aussi. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Si vous n'allez pas sur le fait de lui réserver vraiment votre chambre pour être sa chambre et que vous allez dans le salon. Il y a différents choix à faire, mais c'est sûr que là, actuellement, il est vraiment ouvert au monde dans le quotidien. Et ça pourrait être pas mal de trouver la possibilité de pouvoir un peu plus obscurcir dans la journée pour lui permettre de rallonger les siestes et de s'endormir plus facilement. Ça, c'est des propositions. Et à la fois, pour moi, s'il est en dépendance à la présence et que vous pouvez la garder en soi, cette dépendance à la présence, et choisir qu'il fasse ses siestes avec de la luminosité, avec vous qui évoluez dans la pièce finalement, de lui proposer d'être dans son lit et de s'endormir. Vous l'avez déjà posé dans le lit et puis vous vaquez à vos occupations dans la pièce de vie? Oui, alors ça je l'avais fait quand il était encore emmailloté, il dormait bien. Ouais. Et puis j'ai réussi à le faire une fois quand on l'a passé dans le salon. Ok. Ça avait duré une demi-heure. Oui, il avait fait son cycle de 30-40 minutes, c'est ça? Oui. Oui, mais et du coup, quand j'ai réussi cette fois-ci, j'étais super contente. Je me suis dit, bon, je vais recommencer. Mais alors là, c'était l'enfer. C'était difficile. De toute façon, il faut être conscient qu'il va y avoir des propositions où il y aura un moment, ça pourrait être très difficile, un autre moment un petit peu plus facile. Oui. Il faut vous donner un temps, vraiment, pas un temps d'une sieste, mais un temps d'une semaine. Oui. En vous disant, sur une semaine, quoi qu'il se passe, il n'y a plus de sieste ailleurs que dans son lit, sauf la dernière sieste de fin de journée. D'accord. Et ça va permettre de faire beaucoup d'expériences de sommeil du coup dans son lit. Oui, parce que ça fait 3 par jour. Oui, c'est ça, exactement. Non, t'en veux pas. Ah oui, je veux le sein, maman. Tu veux encore? Ah, t'en veux encore? Mais oui. Le sein. Ça va. Oui, j'ai faim. Il est 17h en plus, donc c'est la fin de journée pour lui. De pouvoir aussi, je ne sais pas si vous avez testé, vous pouvez vous mettre à côté du lit, vous pouvez le reprendre dans les bras comme vous le faites, le bercer même un petit peu, c'est possible, sans qu'il s'endorme dans vos bras idéalement, et puis le reposer éveillé, le bercer de la main, est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne ou... Pas tant que ça. Pas tant que ça, parce qu'il est sur des stratégies de sommeil avec du bercement, vu que dans les bras c'est du bercement, dans la poussette c'est du bercement, donc... Il apprécie les bercements, mais du coup, c'est peut-être pas les mêmes qui se reproduisent avec la main. Non. Enfin, j'ai jamais essayé de le bercer comme ça, c'est plutôt je le caresse. Ah, peut-être essayer de le bercer alors dans ces cas-là. Donc c'est comme ça? Oui, c'est vraiment, vous lui reproduisez le mouvement de bercement qu'il ressent dans la poussette ou dans vos bras. Qu'est-ce qu'il y a? Peut-être qu'il veut qu'on change la couche aussi. Il est peut-être inconfortable. Du coup, oui, d'essayer de reproduire des sensations de bercement, ça peut être intéressant pour lui. Parce que il dort habituellement dans la poussette. Donc, ça peut être aussi, dans un premier temps, par exemple, une sieste qui est très, très compliquée. L'idéal, c'est que vraiment vous fassiez toutes les siestes dans son lit, mais vous sentez que celle-ci, elle est vraiment compliquée. Dans ces cas-là, vous mettez la poussette à côté du lit. Vous le mettez dans la poussette. Et puis, vous bercez un petit peu. Oui, ça, j'ai essayé aussi. Et ça marche? Ça marche pas. Non. Alors, de toute façon, c'est vraiment le fait de reproduire, de reproduire, et de lui permettre, lui, de découvrir que c'est possible. C'est pas comme d'habitude, mais j'y arrive quand même. J'y arrive quand même. Et parfois, ça peut faire qu'ils mettent 1 heure, 1 heure et demie à s'endormir pour une sieste. C'est possible de pouvoir vous dire. Si ça dure plus d'1 heure et demie,
c'est pas tout à fait normal. C'est bien quand même de faire une pause, lui reproposer une tétée, on se recentre ensemble, on prend un petit temps, un quart d'heure, 20 minutes, et puis je te repropose le lit parce que là, tu es vraiment fatigué, tu as besoin d'une sieste. Mais idéalement, de pas se dire, on n'y arrive pas, donc on va sortir, on va reproduire comme d'habitude. De vraiment vous dire, je me donne une semaine où je me dédie à ça. Et si en effet, par contre, il n'y a pas de changement, je vais faire un petit message à Caroline. Ok. De toute façon, vous allez me faire des messages parce que je vais vous suivre. Mais s'il y a les options, si pour lui, de manière très régulière, l'option la plus facile, c'est celle des siestes dehors, obligatoirement, de lui proposer une sieste de temps en temps dans son lit, non, je veux pas, j'y arrive pas, c'est pas ma stratégie de sommeil habituelle, c'est désagréable pour moi. Donc là, je veux dire que je suis pas d'accord du tout. Mais du coup, même si... et si j'arrive pas au bout d'une heure et demie, qu'est-ce que je fais La sieste est supprimée ? Non, alors vous faites une pause, vous lui donnez à manger, toujours. Même si ça fait même s'il a mangé il y a 1h30, vous lui proposez le sein, vous lui proposez le biberon déjà, parce que peut-être qu'il avait faim aussi. Vous prenez un temps avec lui au calme, un petit temps de jeu dans la pièce. C'est OK. Vous lui dites que tout va bien, qu'il va réussir à dormir. Vous aussi, ça peut être pas mal de faire quelques respirations parce que c'était un peu éprouvant. Et puis, au bout de 20 minutes, si vous voyez qu'il se frotte un petit peu les yeux, etc., là, vous reproposez la sieste. De toute façon, il sera fatigué, il aura besoin de dormir. Mais l'idéal, c'est pas de craquer pour aller faire une sieste en extérieur à ce moment-là. Et il va réussir à dormir et c'est vraiment de lui permettre de découvrir que même quand c'est un peu compliqué, on y arrive. Et maman, elle est hyper sereine. Oui, c'est le début, on découvre ensemble. Cette sieste-là, elle va être un petit peu compliquée, c'est OK. Tu vas réussir à un moment donné. On a toute la journée. Même s'il dort un peu moins que d'habitude ce jour-là, c'est pas un drame parce que vous êtes en train de mettre en place du changement. Pour qu'il se mette à dormir plus, pour qu'il se mette à faire des plus belles siestes, aussi plus longues, et que ça l'aide à rallonger les siestes. Je pense qu'il est fatigué. Oui, peut-être bien. De toute façon, on va pouvoir terminer. Donc là, oui, l'idée, c'est vraiment de pouvoir prendre du temps, de vous donner du temps et de lui donner du temps. Et c'est ce qu'on disait, c'est un bébé qui est hyper serein. Il est sécurisé avec vous, il est en confiance. Donc là, si lui, il vous sent en confiance, s'il sent que vous vous êtes donné ce temps-là, que c'est OK s'il dort un petit peu moins que d'habitude, c'est juste, là, je te montre un autre chemin. On est en train de changer quelque chose et de lui dire, c'est OK, mon chéri, oui, là, c'est un peu inconfortable, mais tu vas voir, tu vas réussir, tu y arrives très bien pour la nuit, ça se met en place tranquillement, et puis ce sera d'autant plus facile la nuit. Et maman, elle est là, tout va bien. Et de pas hésiter, vu que vous êtes sur de la dépendance à la présence, de pas forcément chercher à enlever cette dépendance à la présence tant que vous n'avez pas déménagé. Parce que de toute façon, finalement, il va toujours s'endormir dans la pièce de vie où vous êtes. Donc, vous pouvez vous asseoir sur le canapé, lire un livre pendant qu'il est en train de s'endormir, vous éloigner petit à petit au niveau des siestes, au niveau du coucher. Quand ça va devenir de plus en plus récurrent, voire naviguer dans la pièce, en fait, faire des choses, il va vous voir, en fait. Il entend que maman est là, qu'elle fait du bruit. Et c'est ce qu'il vit actuellement dans la poussette. Sauf que dans la poussette, il a les bercements en plus. Donc là, pour découvrir le lit, ça peut être intéressant de pouvoir le bercer de la main un petit peu, d'essayer d'être le plus proximal possible, et puis de l'accompagner dans le changement, parce que c'est moins confortable. Je suis moins habituée à ça. Dans la poussette, il est un petit peu plus contenu aussi. Donc ça doit lui rappeler l'emmaillotage qu'il avait l'air d'apprécier. Là, après, il va commencer à être de plus en plus moteur. De toute façon, est-ce qu'il commence à se retourner ? Il se retourne beaucoup. Oui. Il aime bien s'endormir sur le côté comme ça. Et parfois, il se retourne carrément et là, il pleure. Donc, du coup, il faut que je le retourne. Alors, du coup, vous allez rentrer dans une phase qui est hyper intéressante avec les petits. C'est celle où, en effet, il se retourne sur le ventre et où découvre des stratégies de sommeil sur le ventre. Et pour un bébé qui appréciait beaucoup d'être emmailloté, c'est souvent les bébés qui ont plutôt des stratégies de sommeil ventrales. Mais je peux le laisser sur le ventre ? Vous pouvez le laisser sur le ventre. À partir du moment où de lui-même, il a la motricité de pouvoir se mettre sur le ventre, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de danger.
tout va bien. Mais il ne sait pas se retourner. Oui, mais même s'il ne sait pas se retourner, ça veut dire qu'en fait, il a les muscles suffisants pour pouvoir dormir sur le ventre sans que ce soit dangereux. Ça veut dire qu'il peut tourner sa tête, il peut bouger suffisamment, vous appeler, il est suffisamment moteur pour ça. Donc ça, c'est un vrai indice. Et donc, ça veut dire que s'il se remet sur le ventre, vous pouvez le bercer via le dos, lui faire des petites tapes sur les fesses aussi. Ça, ils apprécient parce que ça rappelle aussi les stratégies de sommeil intra-utérines et ça provoque des bercements. Donc, vous pouvez faire des petites tapes sur... Et aussi, en journée, pouvoir lui proposer des temps de tummy time, ça vous savez faire, j'imagine. Oui. Super. Et des temps de je découvre que je peux, quand je suis sur le ventre, je peux me retourner sur le dos s'il faut. Mais avant même qu'il sache se retourner sur le dos, vous pouvez complètement lui proposer de découvrir qu'il peut s'endormir sur le ventre. Et les petits qui aimaient beaucoup être emmaillotés, voire même les bercements, tout ça, de découvrir les stratégies de sommeil sur le ventre, ils apprécient souvent beaucoup. Oui, mais ça veut dire que je le pose déjà sur le ventre ? Non, posez-le sur le dos, par contre. C'est vraiment de lui-même qu'il se met sur le côté, parce que même de lui-même, comme vous dites, il apprécie d'être sur le côté. Et puis, il va découvrir que je peux me basculer sur le ventre. Ça me fait un peu peur, c'est pas comme d'habitude. Maman, elle m'accompagne, je vais faire une première fois sur le ventre, et je vais faire c'est sympa. D'accord, ok. Et là, dans ces cas-là, quand il se retournera dans la nuit ou à l'endormissement des siestes, etc., eh bien, vous l'accompagnez et il va d'autant plus avoir des stratégies de sommeil intéressantes pour lui. Ok, ça marche. Parce que là, tout de suite, systématiquement, je le remets sur le dos. Oui, c'est ce qu'on a tendance à faire. L'opportunité de... C'est ça. On a souvent tendance à faire ça parce que, en plus, on a été très inquiétés par la mort inattendue du nourrisson. Et puis, parfois, ils sont un peu inconfortables. Là, en plus, je vois qu'il a tendance à téter ses deux doigts. Oui. Pour les bébés en stratégie de sommeil sur le dos, c'est un peu compliqué de téter ses deux doigts parce que la main, elle tombe, etc. Ces petits-là qui découvrent les stratégies de sommeil sur le ventre, les doigts peuvent rester. Et alors, c'est des bébés qui se mettent à dormir et à s'endormir comme par enchantement. C'est un rêve. C'est vraiment top. Là, il a tout ce qu'il faut pour que ça puisse se passer bien. Et il est en plein retournement. S'il sait déjà se mettre sur le ventre, c'est vraiment possible. Par contre, la première découverte, ça peut être un petit peu bizarre pour lui. Et c'est normal. Oui, parce qu'à chaque fois qu'il se retourne, tout de suite, il me signale qu'il a besoin. Ouais. Et donc là, vous allez vraiment pouvoir lui signaler que tout va bien. Super, tiens, regarde. Et je peux même te tapoter un peu sur les fesses, lui remonter ses mains comme il fait habituellement, lui montrer qu'il peut poser sa tête. Et tout va bien, mon chéri. S'il y a vraiment des gros pleurs, vous le reprenez dans les bras. Tout va bien. Vous le reposez sur le dos. Et après, vous le laissez faire. S'il se remet sur le ventre, je te remets sur le ventre. Et s'il voit que maman, elle est sereine, il se fie à vous, en fait. Là, on voit comment vous interagissez tous les deux. Il est très sur la dépendance à la présence parce que vous êtes son référent de sécurité. Donc, si vous êtes en confiance, ça va bien se passer. Là, moi, je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. D'accord. Comment est-ce que là, tout ce que je viens de vous proposer, ça vous correspond déjà ? Oui. Ouais. Puis, alors, on va réfléchir avec mon mari pour le switch de chambre. Oui. Mais ça, on nous l'avait déjà dit. Ouais. Mais je pensais pas que ça serait si important, en fait, Oui, et à la fois, là, vous pouvez aussi vous dire que vous ne switchez pas la chambre, mais que du coup, vous gardez la dépendance à la présence. Mais ça va pas poser problème par la suite Alors après, il y aura besoin de passer par une nouvelle phase de changement. Oui, parce que quand il aura sa chambre, exactement. Là, justement, j'ai envie de le laisser dans sa chambre. Et là, dans ces cas-là, il faudra passer par une phase de changement à ce moment-là. Mais c'est complètement possible. C'est compliqué. Quand les enfants commencent à être plus grands, il y a plein d'autres choses qu'on peut mettre en place, finalement. Et moi, j'accompagne énormément d'enfants de 2, 3, 4 ans qui sont en stratégie de sommeil dépendante à la présence et on fait évoluer les choses. De toute façon, il y a beaucoup de demandes de dépendance à la présence aux alentours de 18 mois, des enfants qui n'étaient pas du tout là-dedans, qui se mettent à l'être à 18 mois et où le parent répond, reste jusqu'à ce que l'enfant s'endorme et puis il y a des choses comme ça qui se mettent en place, de l'insécurité. De toute façon, le sommeil, c'est jamais un long fleuve tranquille. Donc, l'important, c'est de pouvoir vous dire, là, à l'instant T, il se passe ça. Qu'est-ce qui fait qu'à l'instant T, ce soit le plus confort pour nous dans notre quotidien de vie, finalement. Et puis, je sais qu'à un autre moment, je l'emmènerai vers un autre changement. Et puis, il m'a déjà suivi aujourd'hui, il me suivra demain aussi. Ça, c'est possible. Après, si là, vous avez vraiment envie qu'il s'endorme seul, que c'est votre but dès maintenant, oui, il lui faut une pièce pour lui.
Ça, ce sera trop compliqué, surtout si vous voulez faire les siestes à la maison et que c'est la pièce de vie. Sinon, vous allez être enfermé dans votre cuisine toute la journée. C'est ce qui serait pas terrible. Oui. Ok. Du coup, n'hésitez pas à en parler. Prenez le temps d'y réfléchir et puis vous revenez vers moi là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous questionnent ou est-ce que dans les propositions même d'accompagnement des émotions, de vous donner une semaine, est-ce que c'est quelque chose qui vous correspond ? Oui, ça, je vais le faire. C'est juste, je pense qu'il faut avoir un coup de motivation. Ça m'arrive parfois de me dire, allez, on essaye un petit peu. Mais c'est vrai que ça retombe assez rapidement, quoi. Il est tout jeune en même temps. Oui. Là, il a 5 mois. Vous avez mis déjà plein de belles choses en place, finalement, tous ces derniers mois. Oui. Il y a plein de super choses. Et puis là, si vous sentez que c'est le moment pour vous de passer le cap, moi, je suis là, je suis avec vous. On se donne une semaine. Et puis, on voit comment il réagit aussi, qu'il en est pour lui. En tout cas, on a pas mal de petits leviers possibles à utiliser qui n'ont pas été testés au final. Comment est-ce que vous vous sentez là à l'idée de mettre tout ça en place ? Je suis contente déjà d'avoir eu cet échange et de me dire qu'on va mettre des petites choses en place pour essayer d'avancer. Parce que là, c'est vrai que je me sentais un petit peu bloquée. Enfin, je ne savais plus comment... quelle solution était possible. Super. Pour moi, le fait d'aller vers ça va aussi aider au rallongement des siestes. D'accord. Au fait qu'il puisse sortir de ces siestes de 40 minutes qui sont un petit peu, c'est un peu court et qu'il puisse se mettre à enchaîner les cycles. Après, c'est un petit peu étonnant aussi qu'il les enchaîne pas même en poussette. Donc, c'est pour ça que moi, souvent, je regarde au niveau de l'alimentation, mais pour l'alimentation, ça va bien aussi. Après, il vous en fait 4 de 40 minutes, donc ça lui fait quand même un quota intéressant. Il fait des belles nuits aussi. C'est un bébé qui a l'air d'aller bien, globalement. Il fait pas des grosses crises de pleurs dans la journée ? Non. Okay. Non. Mais par contre, les réveils à 5-6 heures, ça, c'est normal ? Alors, c'est les réveils matinaux. Là, à l'heure actuelle, alors attendez, je vais reprendre à quelle heure il est. Il se couche à 19h30. Réveil à 5-6 heures. Sachant que quand il mange la nuit, il dort en fait. Oui. Et quand vous lui donnez à manger à 5 heures, il ne se rendort pas, du coup. Il se réveille. Dans ces cas-là, ça pourrait être intéressant d'essayer de lui proposer un coucher du soir un petit peu plus tôt. Oui, parce que plus en fait, il va se coucher tôt, plus il aura la possibilité en fait, de rallonger ses nuits. C'est l'inverse que ce qu'on croit. Quand on couche plus tard, on croit que l'enfant va faire... À l'heure actuelle, oui, il s'endort vers 19h30, c'est ça ? 19h30. Et c'est 5 heures son réveil matinal. Pour moi, là, ça peut être intéressant d'essayer de le coucher plus tôt, d'aller peut-être plutôt sur du 18h30. Il fait sa dernière sieste à quelle heure ? Il se réveille à 17h, 17h30. 17h30, 18h, 18h30, ça fait tôt. 19h, dans ces cas-là, d'essayer d'avoir un temps d'éveil d'1h30. Parce que le dernier temps d'éveil de fin de journée, il peut être un petit peu plus court. Mais avant en la fait, nuit. moi, je me fie à ces frottages d'œil. Oui, et en même temps, c'est pas mal. Si c'est quelque chose qui fonctionne bien et qui fait que derrière, il s'endort, vous avez expérimenté que quand il se frotte les yeux, derrière, c'est vraiment le moment de dormir. Dès qu'il se frotte les yeux, je commence la routine. Ah oui, vous commencez la routine, mais du coup, il est couché une demi-heure après. Oui, c'est ça. Ah, donc là, dans ces cas-là, moi, je vous encourage plutôt à démarrer la routine une demi-heure avant son frottage d'œil. Ah, d'accord. Parce que c'est plutôt ça, en fait, l'heure d'endormissement pour lui. Comprends. D'accord. Quand il se frotte les yeux, c'est que c'est le moment vraiment de dormir. Donc, peut-être que son temps d'éveil, c'est pas 2 heures, c'est plutôt 1h30. Je comprends. Ce qui peut correspondre un petit peu plus au rythme des enfants de cet âge-là, et ce qui nous permettrait de comprendre pourquoi il dort que 40 minutes. D'accord. Parce que parfois, quand les bébés ont des temps d'éveil trop longs, derrière, ils ont du mal à faire des belles siestes. Et le matin, le temps d'éveil, il peut plutôt être de 1h15 à cet âge-là. D'accord. Donc, ça peut être très rapide, juste le temps de m'alimenter, et derrière, je retourne à la sieste. De toute façon, on va se parler, on va voir comment évoluent les choses. On fera des consultations en visio enregistrées, comme ça on pourra les mettre à la suite pour que les personnes puissent voir la suite. Et on verra comment évoluent les réveils trop matinaux et s'il ne faut pas faire des petits décalages de rythme au niveau des siestes. On démarre déjà sur proposer de l'autonomie sur les siestes et se donner ça.
recadrer un petit peu au niveau de l'alimentation pour être sûr de ne pas se mettre une petite épine dans le pied là, à l'heure actuelle s'il a un peu moins d'alimentation. Et puis ensuite, on voit au niveau des réveils et du rythme, je vais vous donner un tableau de suivi à remplir. Ok, très bien. Et on va regarder ça ensemble. Super. Ok, mais c'est parfait. Eh bien, on se tient au courant. Merci à vous pour ce temps. Merci à vous. Merci à lui, il doit être en train de dormir. Vous le connaissez du coup, le porte-bébé ? Non, je le connais pas. Est-ce qu'on peut le mettre face au monde ou pas ? Parce que lui, il préfère le face au monde, c'est ça ? Alors, j'ai jamais testé en porte-bébé, mais depuis que j'ai changé de poussette, il pleure jamais en poussette. Alors qu'avant, quand il était dans son couffin, il pleurait quand même assez régulièrement. Ouais. Donc oui, pour lui, c'est mieux. De toute façon, à son âge, ça peut être pas mal si vous voulez qu'il voit un petit peu le monde, éventuellement le mettre dans le dos. Ah oui. Et quand on le fait en porte-bébé face à nous, c'est plutôt pour une volonté de sieste en fait. D'accord. Sommeil, en effet, parce que sinon ça va être frustrant en temps d'éveil pour lui. Mm. Ça peut être assez frustrant parce que justement, il n'a pas de découverte du monde, il ne peut pas être en motricité. Et pour certains bébés, c'est agréable, pour d'autres, il y a cette frustration-là en effet. Mais par contre, pour un temps de sommeil, c'est pas mal qu'il soit plutôt face à vous. Et c'est de la stratégie de sommeil ventrale. Ok. Après, si c'est pas quelque chose que vous utilisez, ça marche aussi de continuer comme vous faites. De toute façon, d'aller plus sur le lit. Oui. On a quand même un beau porte-bébé. Vous avez utilisé les porte-bébés ? Oui. Au début, pas mal, oui. Parce que comme avec la césarienne, j'avais mal en fait à ma cicatrice. Je n'avais pas la mobilité pour sortir la poussette, comme on n'a pas d'escalier. Donc, je prenais le porte-bébé. Moi aussi, j'ai fait beaucoup de porte-bébé. Ouais. Et du coup, il dormait en porte-bébé en position ventrale ? Oui. Ouais. Donc, ça veut dire que ça corrobore en fait le fait qu'il dorme bien en position ventrale et qu'il y a des chances que le fait de retrouver ça là puisse être intéressant. Oui. Vous avez fait du porte-bébé et des siestes comme ça pendant combien de temps ? Les 3 premiers mois à peu près. Ok. Et ensuite, la poussette, c'était assez pratique finalement. Donc j'ai rebasculé sur la poussette. Alors, je voulais vous parler du Koya de Cybex parce que je l'ai testé et c'est vraiment un gros coup de cœur. Dès les premiers jours, on peut installer bébé contre soi et c'est vraiment parfait pour les sorties et pour les siestes en portage. Le tissu respirant est vraiment top. Même quand il fait chaud, bébé reste au frais et vous êtes super confortables tous les deux. Il s'adapte à la croissance de votre bébé jusqu'à 3 ans et en plus, on peut varier les positions. Donc, on peut faire face à nous pour les câlins, face au monde quand bébé veut tout découvrir et puis dans le dos quand il est plus grand. Et honnêtement, il est aussi hyper confortable pour le parent. Les bretelles se portent de plusieurs façons et elles sont super bien pensées. Donc pas de mal de dos, même si on porte longtemps.